Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, j'ai fait une très belle rencontre qui, je peux vous le dire, m'a donné le sourire. Laurence a affronté il y a quelques années une sacrée épreuve, celle du cancer du sein. Sur le chemin de la convalescence, elle est tombée par hasard sur un très beau portrait de Vinnie Myers, qui est un célèbre tatoueur américain qui camoufle les cicatrices des vétérans, mais aussi des femmes qui ont subi des mastectomies. Pas l'ombre d'un doute, c'est une évidence, elle deviendra tatoueuse. Elle n'en a jamais fait, ni même jamais eu sur le corps, peu importe, son envie d'être utile est plus fort que tout. À 50 ans, même pas peur, elle reprend ses études et ouvre son cabinet d'Hermaréole juste au moment du confinement, même pas mal. Elle donne toute son énergie, très communicative, pour accompagner ces femmes dans cette étape indispensable de la reconstruction, les aider à reprendre possession de leur corps et aimer à nouveau l'image qu'ils renvoient dans le miroir. Laurence, mille merci de nous avoir ouvert les coulisses de ton métier et bien plus, celles d'un projet d'entrepreneuriat et de vie tout court. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Bonjour Laurence. Bonjour. Alors merci mille fois de m'accueillir dans ton magnifique salon et de nous ouvrir les coulisses de ton métier d'artiste tatoueuse. On peut t'appeler comme ça? On peut m'appeler comme ça. Super. Alors, un peu spécifique puisque c'est pour des femmes ayant subi des mastectomies. Alors Laurence, j'ai lu que le cancer du sein que tu avais affronté avait été une épreuve importante qui a bousculé ta vie tout entière sur beaucoup de plans, mais aussi t'a permis de découvrir des forces insoupçonnées et une voie évidente comme un appel sans retour possible, celle de ton nouveau métier d'artiste tatoueuse. Alors est-ce que tu peux, pour démarrer, nous parler de ce grand virage, comment tu l'as vécu, comment tu l'as abordé, et voilà, les grandes étapes de ce virage? Alors oui, le démarrage, effectivement, ça a été ce cancer du sein, sauf qu'à l'époque, j'avais pas du tout idée que j'allais refaire une reconversion complète. C'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui se mûrit et c'est quelque chose qui, à un moment donné, est venu à moi comme une évidence. J'ai eu ce cancer et c'est surtout ce cancer, je l'ai bien vécu sur le moment, les traitements, la maladie. C'est le après. Le après a été vécu avec beaucoup plus de remous. En fait, on prend du recul et on prend conscience que on est peut-être passé à côté et la vie aurait pu s'arrêter là. Et à partir de là, j'ai voulu, je me suis dit, on se pose des questions sur ce qu'on a fait de sa vie, où on en est, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de sa vie aussi. Et j'ai vraiment voulu aller me diriger, me réfléchir à ce que je pouvais faire, à un métier qui ait du sens, qui ait beaucoup plus de sens que ce que j'avais fait avant. Et à partir de là, je me suis posée, j'ai fait aussi un parcours classique où finalement on se fait aider par un coach de développement personnel, professionnel, enfin je sais pas trop comment on les appelle. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais ressortie avec deux grands axes. Et deux grands axes je sais pas trop comment faire de ces deux grands axes d'ailleurs, c'était entrepreneuriat et artistique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Ça m'a pas... Bon, j'ai rangé ça dans le tiroir et je me suis dit, on va voir. Et puis, j'ai pris le temps de me poser, de réfléchir, de chercher, etc. Et effectivement, un jour, ça m'est tombé un petit peu comme ça, je suis tombée sur un article qui faisait état d'un tatoueur américain qui s'appelle Vinnie Myers, qui travaille à Baltimore, qui lui a toujours tatoué de façon classique, mais qui a tatoué à un moment donné des vétérans, il camouflait les cicatrices de ces hommes-là. Et un jour, il s'est dit, mais finalement, des femmes qui ont eu des mastectomies, ce sont des femmes qui ont été mutilées. Pourquoi on ne mettrait pas tous ces enseignements autour du tatouage, toutes ces possibilités de réaliser des tatouages de façon réaliste, pourquoi on ne les mettrait pas à l'œuvre sur des femmes qui ont eu des cancers du sein? Et quand j'ai vu son travail, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'était époustouflant, je trouvais. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Et à partir de là, je dis, bon, ok, on fait comment?
Eh bien, on apprend le tatouage. Ah et comment on fait pour apprendre le tatouage? Parce que c'est quand même un univers qui était Alors, un est-ce peu que loin cet du mien. univers, tu le connaissais avant? Je veux dire, Pas est-ce du que tout. tu étais amatrice? Est-ce que tu t'es tatouée à l'époque ou pas? Alors non, j'ai jamais été tatouée. Je Ouais, me suis tatouée depuis ouais. parce que je voulais connaître l'expérience des aiguilles sur la peau Mhm. et je me suis fait tatouer le sein, D'accord. précisément sur la cicatrice de ma tumorectomie. Plus pour vraiment pouvoir en parler à mes patientes, enfin savoir si à la question tout simplement, est-ce que ça fait mal? Ah oui. Pouvoir y répondre. Voilà, donc Le vivre en vrai pour pouvoir exactement. Donc être de l'autre c'était côté aussi, quoi. expérimental complètement. Mhm. Voilà, donc ça je l'ai fait. Je me suis tatouée la cheville, mais ça c'est quand on apprend le tatouage, bah, tout le monde a besoin à un moment donné de comprendre un peu ce qui se passe quand on enfonce des aiguilles et de l'encre dans la peau, voir si on a bien réglé ses aiguilles. Donc bah, voilà, on teste sur soi-même. Donc c'est toi, sur la cheville, c'est toi qui te l'as fait? Oui, D'accord. c'est pas d'une grande réussite, on va le cacher d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est du vécu, j'avais besoin à un moment donné de me dire qu'est-ce qui se passe là, si je mets l'aiguille à 1,5, qu'est-ce qui se passe, si je la mets à 1, il se passe quoi, enfin Bah, bon bien bref sûr, quoi. ouais. Voilà, donc c'est vraiment expérimental. Ok, et donc tu pars faire, donc tu décides en fait d'en faire ton métier, donc d'un coup c'est une évidence, mais évidemment comme tu dis, il faut que tu apprennes l'art de tatouer et puis voilà toutes les techniques. Alors je Absolument. crois que tu as eu un parcours assez riche hein, Oui. d'études. Alors la première chose que j'ai faite, c'est je suis allée déjà sur le salon le mondial du tatouage, parce que je me suis dit, il faut que je trouve un tatoueur, un tatoueur qui va me faire confiance et qui va m'apprendre le tatouage. Bon, je suis arrivée, je connaissais pas du tout. Et bon, il y a un niveau exceptionnel hein, sur le salon du tatouage, c'est un salon mondial, ils viennent du monde entier, et bon, je me suis dit, non, c'est peut-être pas là, on va essayer de trouver un petit tatoueur au coin de la rue, ça va être bien, et à partir de là, oui, j'étais sur le Valois à l'époque, et j'avais rencontré, j'étais rentrée dans... Je sortais d'un événement à Levallois qui s'appelait Expérientiel. D'accord. C'est un événement pour les femmes qui sont entrepreneurs et qui lancent des projets. Et j'étais, bon, avec mon petit manteau, mes petites bottes, machin, je déboule dans le salon de tatouage. Je vois le monsieur qui me regarde de haut en bas. Je lui dis... Vous êtes trompée de porte, madame. Je lui dis, vous jugez pas l'aspect physique. Il me dit, oh bon non madame. J'ai dit, bon bah ça tombe bien parce que j'aimerais bien que vous m'appreniez à tatouer. et à partir de là on a discuté, super ouvert, super sympa, etc. Et eux m'ont parlé d'une école qui formait au tatouage. Ouais. Et je me suis renseignée. À partir de là j'ai appelé, j'ai un bon feeling, j'ai pressenti que c'était sérieux. Il y avait un concours à passer pour voir un peu mes capacités à dessiner déjà. Après, bon, il y avait quelques questions sur le tatouage, la connaissance tatouage, mais ce qui importait surtout, c'était le projet et puis mon niveau de dessin, en fait. J'ai été reçue, et donc la formation commençait, c'était au mois d'avril. L'école, c'est l'EFT? L'EFT, École française de tatouage, ils sont à Créteil. D'accord. Et ils sont en train d'ouvrir d'autres antennes en France maintenant. Ils travaillent aussi avec Pôle emploi aussi, hein, pour ceux qui veulent se former. Donc c'est une école qui est reconnue. Et chose incroyable, c'est que, comme quoi des fois il y a des coïncidences qui se font, c'est que quand je lui ai parlé au directeur d'école, je lui ai parlé de mon projet, eh bien, le cancer du sein, il connaissait très bien, parce que sa femme avait eu une mastectomie prophylactique, et c'est une des premières en France à en avoir eu une, bien avant qu'on parle de l'histoire d'Angelina Jolie, qui s'était fait une ablation des seins et des ovaires en préventif. Et donc forcément, mon projet lui a eu un écho. Ils ont monté aussi une association qui justement parle des cancers génétiques. D'accord. Et dans laquelle j'ai travaillé après en bénévolat, bénévolement avec eux. Donc c'est assez, voilà, finalement ce projet, il a aussi trouvé écho avec ce professeur, avec ce directeur d'école. Et donc en attendant de rentrer en septembre dans cette école, j'ai quand même décidé de faire un stage de dermopigmentation réparatrice. La dermopigmentation réparatrice, c'est ce qu'on réalise actuellement dans les hôpitaux.
le laboratoire dans lequel je l'ai fait, qui est le laboratoire biotique Fossea, est le laboratoire qui fournit actuellement les pigments dans les hôpitaux pour réaliser ces tatouages. Je savais pas que des tatouages déjà étaient réalisés en dermopigmentation dans le milieu hospitalier. Donc ça, c'est en lisant. C'est soit les chirurgiens qui le font directement après une opération, soit les infirmières qui le font. Ils sont pas forcément de formation artistique déjà. Ouais, tout à fait. Donc le geste est relativement simple. On fait un coloriage d'aréole, on va dire, et un petit mamelon. Alors soit il y a une greffe, dans quel cas le mamelon est représenté sous forme de greffe. Enfin, c'est la greffe du mamelon qui fait, enfin c'est la greffe qui fait le mamelon, pardon. Ouais. Et puis autour on fait une aréole. Le problème, c'est que les pigments s'effacent dans le temps. Oui, je crois que ça dure 18 mois. Ça dure à peu près 18 mois. 2 ans maximum. Ça laisse souvent une trace orangeâtre. La patiente est obligée d'y retourner, de le refaire, de repasser sous les aiguilles. C'est compliqué parce qu'on est quand même sur des peaux qui sont cicatricielles, des lambeaux de peau ou des greffes, c'est ça. Ou des peaux qui ont eu des radiothérapies aussi, donc ont été malmenées, voire brûlées. Les tissus sont moins vascularisés. Et en général, pour en avoir discuté avec des chirurgiens, les femmes le font et le font 3 fois maximum. Et après, elles abandonnent, elles en ont marre, quoi. C'est plus possible, quoi. Donc à partir de là, je savais de toute façon, mais je voulais comprendre un petit peu ce qui fonctionnait pas. Et à partir de là, ma formation de tatoueur a commencé. Et là, j'ai appris, mais là, j'étais sur les bancs de l'école au même titre que des petits jeunes qui voulaient faire des têtes de mort et des serpents. Et donc, on apprend à faire des tracés, on apprend à faire des ombrages, on apprend à faire des remplissages, on passe par toutes les étapes. Et là, c'est beaucoup de travail personnel, c'est beaucoup de travail à la maison finalement. Et on tatoue du cochon, de la peau de cochon, on va chez son boucher. À l'époque, j'étais à Montmartre parce que je m'étais séparée de mon mari, j'étais dans 25 mètres carrés et j'étais retournée étudiante. Ouais. Voilà, à 50 ans, j'étais étudiante et j'avais des copains bouchers qui te voyaient arriver en disant allez hop, et je repartais avec ma peau de cochon que je congelais en partie, que je nettoyais, que je congelais en partie, j'en faisais des petits carrés et puis voilà, tous les jours je sortais mes peaux de cochon, je les décongelais, mais improbable, c'est comme ça que tu t'exerces, quoi, parce que sinon évidemment tu vas pas t'exercer sur la peau de quelqu'un tout de suite, en tout cas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc les premiers tatouages se sont faits à l'EFT avec mon professeur. Sous l'œil du professeur, et heureusement, et c'est tellement important parce que même au niveau de l'installation de son plan de travail, du geste, de la profondeur des aiguilles, de la façon de prendre son encre, c'est vrai que le prof reprend tout. Bien sûr. Tout, on regarde tout de A à Z, la façon dont on s'y prend, la vitesse à laquelle on reprend, tous les combien de temps on reprend son encre, si on a bien les gestes qu'il faut, la façon dont on tend la peau, amateur, comment on positionne ses doigts sur la peau, comment on tend sa peau, on est repris sur tout. Je crois qu'il y a aussi une autre partie aussi très importante qui tourne autour de toutes les normes hygiéniques, etc., qui sont essentielles en fait dans ce métier. Hein. Oui. Ouais. Ça, c'est la base. On ne tatoue pas si on n'a pas fait la formation à l'hygiène. C'est ça, exactement. D'ailleurs, c'est vraiment, quand tu regardes le site EFT, c'est un module à part entière qui est fortement mis en avant. Oui. Et qui est, on peut le faire, heureusement. C'est des modules qu'on fait. D'ailleurs, pour ce module, il n'y a pas que des tatoueurs qui viennent. On peut avoir des infirmiers ou le monde médical ou des esthéticiennes. Qui complètent du coup leur formation. Alors après, je sais que tu ne t'es pas contentée de cette formation et que tu es allée après... te former auprès aux États-Unis auprès de 2 personnes qui elles sont vraiment spécialisées dans le tatouage des aréoles mammaires. Bien sûr. Donc qu'est-ce que tu y as appris de différent? Alors, il y a eu 2 formations très différentes, une sur les aréoles mammaires et une sur le tatouage classique, mais post-mastectomie. Donc le tatoueur à Chicago, David Allen, lui a développé, travaille auprès de femmes qui ont eu des cancers et qui ont été reconstruites ou non reconstruites. Il peut y avoir des femmes qui décident aussi de ne pas se faire reconstruire et donc qui ont plus de seins et qui décident de recouvrir leur cicatrice complètement de tatouage. Lui travaille que du floral, c'est
très joli ce Oui, qu'il dans des fait. teintes de gris, là, Que dégradés des de gris, c'est ombrages de magnifique. gris. Il ne fait pas du trait pur, du dessin pur. Tout est quasiment ombré. Certaines parties de ces feuilles, de ces fleurs vont être tracées, mais très très peu. Et en fait, il a développé surtout, ce qui est intéressant, une technique de tatouage qui est beaucoup moins blessante Oui. pour des peaux qui ont quand même été très abîmées. Et parce que c'est compliqué de tatouer une cicatrice, l'encre ne prend pas toujours sur une cicatrice. Des fois, ça peut même vraiment pas du tout entrer. Et faire un trait pur sur une cicatrice, c'est un trait qui va peut-être à un moment dévier sa trajectoire. Et là, le fait de travailler tout en ombrage, ça évite en fait ces traits qui peuvent bifurquer. C'est très esthétique ce qu'il fait. Et puis c'est surtout très esthétique, très poétique et moins blessant pour ses peaux. Donc je suis allée apprendre cette technique à Chicago. Et à New York, auprès de l'Institut Soler, j'ai appris là pour le coup à faire des aréoles mammaires. Et voilà, tout ce travail au niveau des aréoles, comment on mixe les couleurs, comment on s'approche des carnations, voilà, comment on s'y prend pour arriver à recréer cette dimension visuelle qui va nous permettre de créer un trompe-l'œil. Et voilà, ça c'est aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? C'est parce qu'en France, on ne nous l'apprend pas encore. Je pense que ça va arriver à un moment donné, mais c'est assez récent encore en France cette technique. Et donc voilà, je suis partie pour faire ce complément de formation. Et comment a réagi ton entourage quand tu leur as parlé de cette reconversion qui était complètement différente de ce que tu faisais jusqu'à maintenant, puisque tu as travaillé dans les médias, puis après tu as une boutique, un virage 360, donc comment ils ont accueilli? L'entourage a été super surpris. Alors au début, moi je vois ma fille, je pense que je lui en ai parlé, là, mon aînée elle devait être en Australie à l'époque, et là je crois qu'elle a dû se dire oh là là, elle est partie dans quoi maman, c'est pas possible. Le tatouage, non mais. Et quand après je lui ai expliqué, oui, le tatouage pour des femmes qui ont été mutilées par la maladie, etc. Ah, c'est plus pareil. C'est plus tout à fait la même chose. Ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y avait cette inquiétude, mais comment c'est possible? Est-ce que il y a très peu de personnes qui le faisaient, donc c'est un métier qui est un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça un métier ou une vocation, mais c'est tout nouveau, il y a quand même beaucoup d'inconnus, donc il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Mais pour moi, c'était une évidence. C'était, dès le début, je me suis dit, mais non, mais c'est ça. Et il y a un besoin. Il y a un besoin à ce qu'on fait actuellement. C'est pas abouti. Il faut améliorer ces aréoles. Il y a des reconstructions qui sont superbes. Et malheureusement, le petit point final, il est pas du tout à la hauteur de la reconstruction. Et je me dis, mais quel dommage pour ces femmes. Non, on a droit à mieux quand même. Ouais. Enfin, il faut améliorer, il faut que les femmes elles puissent retrouver leur poitrine, leur sein d'avant, et c'est tellement important de leur apporter si on peut arriver avec le tatouage, leur apporter quelque chose qui est très proche de ce qu'elles avaient avant, mais c'est fantastique. Oui, bien sûr. Ok, et donc là, effectivement, c'est une telle évidence pour toi que j'imagine que tu portes le sujet et que ton entourage suit parce qu'il voit ton enthousiasme, il le constate, et, parce que c'est quand même très impliquant. Les études que tu as faites t'ont amené loin, t'ont amené, j'imagine, longtemps. C'est du temps, c'est de l'argent, et puis pendant ce temps-là, je ne travaillais pas non plus, donc mais j'y croyais jamais. À aucun moment, je me suis dit... et pour autant... j'ai eu plein de bâtons dans les roues. Le premier, ça s'appelle confinement. Merci. Et là, je me dis, ah oui, c'est pas facile, quoi. Enfin, au moment où on se dit j'avais trouvé le cabinet, j'avais fait tous les travaux, et bim, il y a le confinement qui arrive, on se dit, ah mince, mais je vais commencer quand? Et effectivement, t'as eu plusieurs difficultés, en fait. Donc, tu expliquais aussi, j'ai lu dans un article, on en parlait
parlé tout à l'heure aussi, mais que c'est pas évident d'avoir une banque qui te suit, des assurances, voilà, parce que bah, t'es seule, tu peux avoir Quand on est une seul, maladie, donc voilà, ça peut être... vaut mieux être riche et en bonne santé et mariée, que etc. pauvre et avoir eu un cancer du sein, hein, c'est sûr. Ouais. Et c'est des sacrées difficultés, donc en fait, il faut d'autant plus y croire toi pour que tu embarques tout le monde et que tu fasses fi de ces sacrés obstacles. Donc, quel a été ton moteur à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te disais voilà, les éléments qui t'ont permis de franchir toutes ces difficultés? Alors le travail, je pense, j'étais tellement dans ma bulle de travail, je me suis pas détournée de mon chemin. Je me suis dit, il faut avancer. Et puis il y a autre chose, c'est qu'en plus, on se lance dans quelque chose qui est pas évident, parce que le tatouage, il n'y a pas de gomme pour gommer comme un dessin. Il faut pas se tromper, on n'a pas le droit de se tromper, parce qu'en plus, on va tatouer des femmes qui ont déjà été abîmées, qui ont eu des traversées compliquées, donc on n'a pas le droit de se louper. Ouais. Et là, il faut travailler pour être, enfin, faut être sûr de soi pour apporter le meilleur et que ça soit pas irréversible, parce que c'est irréversible, c'est un côté irréversible dans le tatouage qui fait que... Justement, il doit y avoir une sacrée pression. Hein. Il y a de la pression. Il y a de la pression, et à la fois je me faisais confiance au niveau du dessin, au niveau de l'approche du réalisme. Mais en fait, mon support, ça a été mes années de peinture avant, tout ce que j'ai pu faire et dessiner. C'est vrai que j'ai fait des portraits, des visages, on va dire, mais c'est vrai que finalement, on n'est pas très loin. Quand on dessine un visage, on fait des joues, un nez, une bouche, et finalement, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est que de la juxtaposition d'ombre et de lumière. Et une aréole mammaire, bah finalement, c'est pareil. Ouais. C'est que de la juxtaposition d'ombre et de lumière, plus que du trait pur. Et à chaque fois quand je tatoue, je regarde, d'ailleurs je regarde toujours après un tatouage, je me dis toujours, je m'autocritique, je regarde, je me dis est-ce que c'est bien, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, est-ce que ça méritait d'apporter plus ou pas. Et même quand je suis en train de tatouer, je prends toujours du recul pour regarder où j'en suis, et je me dis ok, est-ce que ça manque de contraste ou pas, et qu'est-ce que je peux apporter. Et finalement, c'est toujours la réponse, et c'est toujours ces années de peinture et la petite voix de mon professeur qui me dit bah oui, là Laurence, regarde, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus, ou bah non, c'est bon, t'arrêtes là. Ça fonctionne. Donc il faut arrêter. Et c'est intéressant ce que tu dis justement sur le côté artistique, parce que c'était une de mes questions. C'est donc t'as eu effectivement, alors c'était un loisir, hein, mais oui, bon voilà, tu peignais, etc. Donc et en même temps le côté ton métier là de tatouage d'aréole, c'est quand même beaucoup de reproduction, enfin tu dois être extrêmement dans le réalisme, et donc en quoi tu arrives à exprimer justement le côté artistique? Est-ce que t'es pas frustré de ça, et est-ce que toi t'as l'impression que justement l'art est complètement présent dans ton activité d'aujourd'hui? Alors ce que je découvre aussi, c'est qu'il n'y a pas deux aréoles pareilles, et ça c'est chouette, parce que à chaque fois c'est un nouveau défi. C'est finalement un nouveau défi artistique à chaque fois. Ouais. Il y en a des petites, des grandes, des brunes, des rosées, avec des tubercules, des sans tubercules, avec des gros mamelons, des petits mamelons, des ridules, des petites taches de rousseur. Il y en a jamais. Et à chaque fois, je prends le temps de regarder, d'observer l'aréole collatérale pour m'en inspirer, pour pouvoir reproduire au mieux la même à côté. Et puis parfois, il n'y a pas. Donc il faut imaginer. Donc ça, c'est une discussion avec la patiente pour savoir si elle se rappelle ou pas de ces aréoles d'avant. Si elles étaient claires, transparentes, rosées, moins rosées, beige, camel. Compliqué parce petites, que grandes. On les connaît pas toujours. Enfin, je sais pas si je serais capable moi de décrire. On n'a pas souvent fait de photos avant, voilà. parce qu'on est pris dans le tourment de l'opération. Ça nous tombe dessus, la maladie, et puis paf, on passe au bloc, et bim bim, on nous enlève les deux seins, et on n'a pas fait de photos, on n'a pas pensé à faire de photos. Et est-ce que à l'inverse, tu as des bibliothèques de modèles? Tu vois, comme vous, est-ce que vous voulez votre aréole comme ci, comme ça? Voilà. Alors, j'ai celles que j'ai faites sur des petites peaux synthétiques. J'ai quelques petites photos j'en ai quelques-unes
que m'avait donné l'Institut Soler, c'est des petites plaquettes, voilà. Puis après, j'ai celle de mes patientes aussi, tout simplement. Ça, c'est inspirant, finalement. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, on arrive à se retrouver... on se dit, ah bah oui, finalement, je suis un peu comme cette dame. On se retrouve Voilà, c'est ça. dans les aréoles d'une femme ou d'une autre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes, justement, du premier jour où la personne arrive? Alors, déjà, à quel moment du protocole, toi, tu arrives par rapport à ces femmes? Alors, ces femmes, en général, on peut pas tatouer à moins d'1 an. On tatoue 1 an après la dernière chirurgie. De la grosse chirurgie, ça peut être 6 mois après un lipofilling. Un lipofilling, c'est quand on réinjecte un peu de graisse dans le sein pour remodeler ou atténuer une fossette, un creux, etc. On est aussi à distance des radiothérapies et des chimiothérapies de 1 an. Il faut attendre que ces gros traitements soient un peu éloignés. En fait, il faut que la cicatrice... Tout dépend, est-ce que la cicatrice, elle est tout en haut ou si elle traverse le sein, effectivement, si elle traverse le sein, faut qu'elle soit blanche, faut qu'elle soit fine, faut pas qu'elle soit... rosace. Faut pas qu'elle soit rosée, violacée, il faut qu'elle soit belle pour que je puisse tatouer dessus. Et donc voilà, déjà ça se passe à ce moment-là. En général... Donc en fait, elles ont fini leur traitement et ça fait 1 an qu'elles ont eu reconstruction ou pas reconstruction, mais tout ça est derrière elles depuis 1 an. Si, parce qu'on ne fait pas une aréole sur une femme qui n'a pas été reconstruite. D'accord. Ah oui, mais par exemple, si tu n'as pas eu de mastectomie... Ah oui, une tumorectomie. Oui, mais du coup, tu n'as pas de problème parce que tu as encore ton aréole. Je suis bête. D'accord, donc c'est forcément dans le cadre d'une mastectomie. D'ailleurs, j'en profite. Est-ce que tu ne fais des tatouages que sur des femmes qui ont subi des mastéoctomies ou tu peux avoir, je sais pas, des hommes? Est-ce que tu peux avoir des gens qui n'ont pas forcément vécu ça, mais voilà, qui... Alors, je réalise des tatouages sur des femmes qui ont eu des mastectomies. J'ai eu un monsieur aussi qui a eu une ablation, en tout cas qui a eu un cancer du sein, donc il avait une cicatrice. Donc je lui ai recréé son aréole, si petite soit-elle. C'est presque plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de détails à faire passer dans un tout petit mamelon. Une petite surface. Toute petite surface. Mais aussi des femmes qui ont eu des réductions mammaires. D'accord. Donc l'aréole a été impactée. Okay. Et donc là, il faut reconstruire l'aréole qui a été partiellement souvent impactée, mais il faut, voilà, on retouche l'aréole impactée. Ok. D'accord. Donc, tous ces types de personnes, effectivement, arrivent à peu près 1 an, en tout cas, le temps que la peau, finalement, aille un peu mieux et que tu puisses travailler dessus. Tous ces tumultes, Elles arrivent. Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les étapes voilà. Donc au début, moi, je les ai au téléphone, on discute, elles me racontent un peu leur histoire. Et quand elles viennent ici, donc on prend le temps de discuter. Je vais faire une photo avant pour faire une photo après. Et à partir de là, il y a le travail du positionnement de l'aréole, où je positionne l'aréole par rapport à l'autre aréole, où finalement je vais avoir les 2 aréoles à positionner. Et ensuite, je fabrique mes couleurs, je mixe mes couleurs. Donc en fonction de la carnation de la peau, en fonction de l'autre aréole, je fabrique toutes mes petites couleurs, je fais des essais sur la peau. D'accord. Et à partir de là, l'acte de tatouage peut commencer. Et alors, tu fais un dessin au préalable? Est-ce que tu as un modèle? Non, je positionne juste l'aréole. Ok. Et le mamelon. Ok. Voilà. Des fois, elles arrivent, elles ont déjà le mamelon, elles ont eu une greffe de mamelon. D'accord. Ça arrive aussi. Il arrive aussi que la greffe du mamelon soit estompée, soit atténuée, ou soit même des fois complètement disparue, ou pas du tout teintée. Des fois, elles ont une reconstruction d'aréole, elles ont une reconstruction de mamelon, mais c'est blanc, tout est blanc. Donc, il faut tout reteinter. D'accord, tu as la forme, donc mais là, faut reteinter. Donc là, pour le coup, l'aréole est placée, et le mamelon est placé. Donc finalement, tout est à recolorer et à recréer quand même, en effet, en trompe-l'œil. Ça m'est arrivé aussi que l'aréole soit mal placée, la greffe soit mal placée, le mamelon soit mal placé. Et si tout est blanc et que finalement le mamelon est suffisamment estompé dans le temps, eh bien visuellement, j'arrive à atténuer, à effacer, à gommer un peu ce mauvais positionnement, on va dire, d'aréole, et à recréer mon aréole avec un mamelon, qui fait que, de par le volume visuel, tu es attiré par ça. L'œil est attiré par ce volume visuel, et finalement,
le reste est complètement oublié et effacé sur le sein. Ok, donc là tu tatoues effectivement les mamelons, enfin les aréoles, pardon. Combien de temps ça dure? Est-ce que ça se fait en une séance? Est-ce que ça se fait en plusieurs séances? Alors une aréole, il faut compter en termes de tatouage, hein, je parle pas du temps que je vais me passer pour réaliser mes couleurs, ni le positionnement, ni voilà. Le tatouage en général dure 3/4 d'heure pour une aréole. D'accord, ok. Voilà. Tu vois, je pensais que c'était beaucoup plus long. Pour une aréole, donc faut doubler pour les 2 aréoles. Après, ça se fait en 1 ou 2 séances, tout dépend. Alors, en fait, en tatouage, on peut foncer, mais on peut pas éclaircir. Donc, il vaut mieux toujours y aller sur une teinte en dessous au démarrage, quitte à y revenir en une deuxième séance, plutôt que d'y aller franco tout de suite. Et après, si c'est trop foncé par rapport à l'autre aréole, c'est moins problématique quand on a les 2 aréoles à faire, finalement. Si on est à un ton en dessous, un ton au-dessus, finalement, en une séance, souvent, c'est suffisant. Parce qu'on n'a pas cette problématique d'être trop foncé, trop clair. Quand on doit se caler par rapport à l'aréole collatérale, voilà, il vaut mieux se caler progressivement. Une petite teinte en dessous parce qu'on ne sait jamais comment la peau va prendre. Les peaux, en fonction de... Est-ce que c'est la peau de votre sein qui n'a pas été impactée par ni la radiothérapie, ni par la chirurgie? Si c'est un pot, comment dire, un lambeau de peau qui a été pris dans le dorsal, c'est une texture dans le dos qui va pas forcément être la même sur un dieppe pris dans le ventre. La peau n'a pas la même souplesse. Bien sûr. Si la peau a eu la radiothérapie, elle a été brûlée, donc elle n'est pas vascularisée de la même façon. Donc il y a plein de facteurs qui font que l'encre va prendre différemment. Et on peut toujours être surpris. Ouais. Et donc vaut mieux partir sur des teintes plus claires que trop foncées dès le début. Ouais. C'est vraiment y aller progressivement. Ouais. Ok, alors tes clientes, tu les appelles des clientes? Des patientes. Des patientes. Je les appelle des patientes parce que finalement elles sont sur leur fin de parcours de cancer du sein. Ouais. Alors je me dis qu'il y a un point qui est essentiel dans le démarrage de votre relation, c'est justement cette confiance, parce que ces femmes-là, pour 2 raisons, c'est qu'elles se mettent à nu. Donc voilà, même si tu as vécu un parcours médical où a priori t'apprends à être plus trop pudique, il n'empêche que c'est important, c'est une zone qui est hyper féminine, c'est une zone qui est très, très importante. Voilà, donc comment tu gères cette mise en confiance, ce rapport à la nudité avec ces patientes? Eh bien, je sais pas, ça se fait naturellement, en fait. Ça se fait naturellement. Alors, il y a les patientes qui, elles, ont aucun souci avec à se mettre à nu, et j'ai envie de dire, elles ont tellement été mises à nu. Ouais. Avec quand on a un parcours de cancer du sein, on a tellement l'occasion de se déshabiller devant les radiologues, les radiothérapeutes, les oncologues, les médecins, on fait que ça en fait, toutes nues. Donc je pense que moi j'arrive en dernière étape, donc c'est une fois de plus quoi. Et puis il y a les femmes aussi où c'est plus compliqué parce qu'elles ne peuvent plus se regarder devant le miroir. C'est même pas mon regard, c'est le leur. C'est le leur qui est compliqué face au miroir. Et là, c'est vrai que la dernière étape de reconstruction en faisant des aréoles mammaires, elle est super importante parce que c'est cette étape-là qui va leur permettre à nouveau de, elles, se regarder devant le miroir. Et il est d'autant plus important ce geste pour ces femmes. Ouais. Mais en général, pour répondre à votre question, l'étape où elles se mettent à nu, on est entre femmes et non, j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement. Ça se fait assez naturellement. Ouais, parce que j'allais dire qu'effectivement, c'est un passage qui est important de par le geste de se mettre à nu, mais aussi parce que c'est un moment clé, je pense aussi, puisque c'est un moment où tu te dis, là, tu termines cette phase, donc et par du positif, parce que c'est une façon aussi de finir cette reconstruction. Donc et en plus, c'est sur un acte de tatouage qui est définitif. Donc c'est un moment qui est super important, et donc j'imagine que la mise en confiance est primordiale. Est-ce que ces personnes-là, tu les revois après? Alors je les ai soit par téléphone, soit par
messagerie, parce que des fois, elle m'envoie des petits mots aussi, qui sont super touchants. Ouais, j'imagine. Je peux les avoir au téléphone pour une éventuelle... Enfin non, je veux dire, je peux les revoir Pour si des elle souhaite retouches, par pour une exemple. retouche, voilà. Donc ça dépend, c'est chacun on décide de revenir ou pas de revenir. Certaines me disent, mais non, c'est parfait, tout va bien. Et Je puis suis contente. elles vivent leur vie. Exactement, elles ont tourné la page. Sur le site, je trouve qu'il y a des très très belles photos de plusieurs femmes ensemble qui, on sent énormément de gentillesse, de solidarité. Enfin, ces photos, je les trouve super belles. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a aussi une mise en relation des différentes patientes? Est-ce qu'en gros, il y a une communauté d'Hermariol? J'avais pas pensé à la Tu question. savais pas penser à ça? Enfin, mais c'est les photos sur ton site qui m'ont fait penser à ça, où je me suis dit, mais c'est vrai qu'elles ont toutes vécu des choses Les photos d'Hermarol, c'est importantes. vraiment des histoires de peau, de chair, de cicatrices. Et, et c'est des photos que j'ai voulu pour le site parce que pour moi, c'est des histoires de femmes finalement. Et les cicatrices, bah, ça raconte des Mm. étapes de vie. Ouais, des parcours de vie aussi. Et, hum, et ces femmes, toutes ces femmes qui viennent me voir, finalement, elles auraient pu être sur ces photos aussi, parce que, bah voilà, elles ont leur histoire. Chacune a leur histoire. Il y a des belles histoires. Et c'est un moment chouette avec ces femmes de parler. Et souvent, elles se livrent, elles me parlent de leur histoire, de leur vécu, la façon dont elles ont vécu la maladie. Des fois, la maladie a été une force pour rebondir après aussi. Euh, c'est c'est pas toujours plombant comme on peut penser. On se dit que des fois, et j'ai des femmes qui me disent, mais ça a été une chance pour moi, cette maladie. Parce qu'elle m'a permis de me poser et de voir la vie autrement. Et de rebondir différemment et de poursuivre le chemin différemment. Elles en ont fait une force et... Elles en ont fait une force. Il y a des femmes qui en ont fait une force. Ouais. Ça, c'est incroyable parce que ça doit être bien enrichissant, effectivement. Alors, pour rester vraiment sur la partie tatouage, il y a vraiment une technique très particulière qui te permet donc d'être une technique de trompe-l'œil et de 3D. Je crois qu'il y a des outils un peu spécifiques, notamment j'avais lu en fait une machine à tatouer rotative qui te permet de faire moins de vibrations et donc de limiter la douleur. Est-ce que c'est des choses que tu as apprises en allant aux États-Unis et à quoi ça correspond concrètement? Oui, en fait, j'ai appris à tatouer à l'école avec une machine classique de tatoueur, les machines à bobine, qui sont des machines qui vibrent plus, qui sont... Techniquement, c'est plus compliqué parce qu'à chaque fois, faut réinstaller l'aiguille avec un petit élastique, etc. Quand on doit changer d'aiguille, c'est tout de suite beaucoup de manœuvres. Donc, je suis très vite passée après, moi, aux rotatives qui offrent moins de vibrations. Et je savais parce que même si j'avais pas encore commencé la formation aux États-Unis, je savais qu'ils tatouaient avec ce type de machine. Et c'est important parce que on tatoue sur des peaux qui sont quand même très très fragiles. Donc c'est important de tatouer avec ce type de machine, oui, bien sûr. Ok. Et sur la partie vraiment 3D pure, est-ce qu'il y a une technique particulière de trompe-l'œil? Voilà, comment tu... En fait, non, après je dirais qu'on est dans l'ombrage essentiellement, et après je dirais que c'est des notions de dessin. C'est des notions de dessin associées à la technique du tatouage. Mais à partir du moment qu'on maîtrise la technique du tatouage, on allie la technique du tatouage à ses connaissances artistiques, oui. Et à partir de là, on fait du trompe-l'œil. Parce que c'est quand même super bluffant. Enfin, le côté, vraiment, t'as l'impression quand tu es de face, t'as l'impression que c'est en relief, quoi. C'est uniquement si, effectivement, tu expliques quand tu es de côté. Le profil, c'est plat. Voilà. Mais, ok. Et j'imagine qu'effectivement, ça doit être un résultat très bluffant pour ces femmes qui retrouvent finalement leur sein d'avant et le sein normal, quoi. D'ailleurs, il y avait sur ton site, il y a un témoignage que j'ai trouvé très beau. C'est Emmanuel qui disait « Avant Laurence, mes nouveaux seins étaient aveugles, et moi aussi, qui n'osais pas les regarder dans la glace. Laurence leur a donné de nouveaux yeux tendres et vivants. Du même coup, j'ai pu commencer à me revoir toute nue, et hop, la vie. » Alors, je coupe, parce que le témoignage est un peu plus long, mais ce que je trouvais magnifique, c'est qu'elle parlait de ses yeux,
Oui, donc les aréoles étant des yeux. Et en même temps, je trouve que ça faisait vachement écho à ce que tu disais aussi sur le fait que toi, tu as l'impression de faire des portraits quand tu faisais des aréoles. Enfin voilà, je trouvais que le témoignage, il était vraiment, vraiment très beau. Et effectivement, que tu leur permettais d'avoir de nouveau un regard bienveillant sur leur propre corps. Ce qui est, à mon avis, effectivement essentiel, Oui, quoi. bien sûr. Alors concrètement, comment tu te fais connaître et est-ce que tu fais partie du protocole? Est-ce que les médecins parlent de toi? Voilà. Est-ce que tu es imbriqué directement? Est-ce que quand une personne démarre tout le cheminement d'un cancer du sein, est-ce qu'on lui parle de ça, de la fin de la reconstruction et de la possibilité aussi demain de se faire tatouer? Voilà. Comment Alors t'es intégré? pas toujours, parce qu'en fait, cette technique, elle est relativement récente en France. Tous les chirurgiens ne connaissent pas forcément cette nouvelle technique et donc ne la conseillent pas à leurs patientes, et donc elles sont suivies à l'hôpital, elles vont avoir de la dermopigmentation qui finalement va s'effacer. Certains chirurgiens connaissent. Moi, j'ai débuté il y a finalement pas si longtemps, donc on ne me connaît pas encore. Certains chirurgiens me connaissent et commencent à m'envoyer donc des patientes. Euh, J'ai discuté avec la maison des patients, ce qu'ils appellent l'ERI à Curie, qui est l'espace rencontre et information, et j'ai discuté avec Kitri Lanta qui m'a expliqué que Curie était en train de développer ce qu'ils appelaient l'arbre à reconstruction. Et je trouve que c'est une très belle initiative. Elle devrait normalement être sur les réseaux sociaux et sur le site de Curie à partir du mois de février. Ils vont faire une sorte de grand questionnaire pour demander aux patientes qui commencent à rentrer dans le parcours du sein. C'est l'inconnu quand on vous apprend que vous avez un cancer du sein. Là, il y a le ciel qui vous tombe sur la tête et on ne sait pas. Et là, on se pose plein de questions et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que je vais faire? Et si je suis reconstruite? Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avoir des prothèses? Est-ce que je vais pas avoir de prothèses? Est-ce qu'on va me faire un dorsal? Est-ce qu'on va me faire un diep? Et après, la finition, qui va faire les finitions? Tatouage, pas tatouage, dermopigmentation, pas... on ne sait même pas forcément tout ça. Et donc ils vont faire une sorte de cheminement avec un questionnaire en fonction de... Maintenant, moi j'ai pas envie d'avoir une cicatrice dans le bas du ventre, je préfère avoir une cicatrice dans le dos. Dans le dos. Ou inversement, non, je ne veux pas déshabiller Paul pour habiller Pierre, je préfère être construite autrement ou pas être construite. J'ai le droit de ne pas être reconstruite en tant que femme. Pourquoi on m'imposerait une reconstruction? Et tout ça. Et donc ils vont faire cet arbre à reconstruction en parlant de toutes les techniques, que ce soit de la reconstruction jusqu'au tatouage. D'accord. Et je trouve que c'est une belle initiative parce que ça manquait, parce qu'on manque d'informations à ce jour. Les femmes manquent d'informations. On ne prend pas toujours la peine de leur expliquer tout ce protocole de reconstruction. Et ça, c'est quelque chose, c'est une avancée pour moi. Et dans le parcours médical, j'ai souvent remarqué qu'en fait, que les chirurgiens notamment, en fait, ne t'expliquent pas ce qui va suivre. En fait, eux, ils sont dans le traitement du maintenant, et en fait, ils gèrent étape par étape. Mais sauf que, en tant que patient, c'est super important de pouvoir se projeter et de se dire combien de temps ça va durer, oui. Quelles sont les prochaines étapes qui m'attendent. C'est hyper important. Et ils n'ont pas forcément ce réflexe-là. Donc, oui, on n'a pas, on est un long tunnel, et la lumière, on la voit pas toujours. Et c'est rassurant de voir la lumière au bout du tunnel. En fait, ce qui est plus, de mon vécu, ce qui est le plus compliqué, c'est les points d'interrogation. Je préfère qu'on me dise il y a ça, il y a ça, il y a ça. Enfin, ça va se passer comme ça, plutôt que de nager dans les points d'interrogation. C'est insupportable, les points d'interrogation. Ouais, ça laisse trop de place au doute, quoi. Et alors, et très très concrètement, faisant partie de ce protocole et comme une étape, voilà, est-ce que concrètement c'est un acte qui est remboursé par la sécurité sociale? Est-ce que ça peut faire partie des projets? Oui, alors là, il y a un vrai travail à faire. Actuellement, quand on fait une aréole mammaire en dermopigmentation à l'hôpital, c'est remboursé parce que c'est dans le protocole, c'est pris en compte dans le protocole de soins, parce que c'est fait dans un hôpital. Moi, je suis tatoueuse, c'est fait dans un cabinet, c'est jugé comme esthétique et ce n'est pas pris en compte. C'est pas juste. On est quand même à la fin du protocole, du parcours de soins, et non seulement c'est un acte définitif, et donc on va pas y revenir 2 fois, 3 fois. Franchement, il est où le gain pour la sécurité sociale? Les pigments s'achètent plus vite, plus cher, pardon, beaucoup plus cher. Les aiguilles des machines de dermographes des esthéticiennes infirmières s'achètent plus cher. Tout est plus cher. Et à l'arrivée, il va falloir faire le geste 3 fois. Autant le faire une fois psychologiquement pour la personne.
pour la patiente, elle tourne la page définitivement. Ouais. Donc pourquoi la triturer 3-4 fois, alors qu'en une seule fois, avec une retouche, on peut le faire de façon définitive, avec un résultat esthétique bien plus abouti. J'écoutais qu'en plus, voilà, c'est l'acte au global de ton tatouage et coûte le même prix qu'une dermopigmentation. Donc, effectivement. Donc là, la question, effectivement, se pose, quoi. La question se pose, ouais. Bien sûr. Et je trouve que ça serait totalement logique. Et j'espère qu'on arrivera avec le temps à cette prise de conscience et puis pouvoir apporter un résultat meilleur pour les patientes, elles le méritent bien. Alors, alors j'imagine que tu dois pas forcément avoir du temps, mais ça pourrait faire partie de ton rôle d'évangéliser, donc par rapport à la profession médicale, et puis plus globalement à la sphère presque politique, d'intégrer ces éléments-là. Oui. Et bon, ça demande de l'énergie et du temps. Ça demande de l'énergie et du temps. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot. D'accord, bon, très bien, c'est une bonne nouvelle. Alors justement, on parle de cette énergie parce que bon, tu as appris, tu effectues ces actes, mais c'est une véritable entreprise. Donc, moi j'aimerais bien qu'on reparle de cette aventure entrepreneuriale, qui est vraiment une aventure en soi. Tu as dû trouver tes locaux, les aménager, faire des travaux, négocier j'imagine des prêts, enfin voilà. Donc, cette aventure-là, qu'est-ce que ça t'a appris ? Quelles ont été les embûches ? On en parlait un petit peu tout à l'heure, voilà. Quels sont les enseignements ? Alors, la chance, mais en tout cas l'expérience que j'avais, j'avais ouvert précédemment une boutique. Ça paraît ridicule et petit peut-être, mais ça reste une entreprise avec de la gestion de stock, la trésorerie. Et j'avais, sur ce deuxième métier, j'avais déjà fait une formation à la création d'entreprise. D'accord. Et ça m'avait apporté tous ces points. Faire un business plan, si j'avais appris à le faire, faire un plan de financement, faire un plan de trésor, donc c'était des dimensions que j'avais en tête et ça m'a fait gagner beaucoup de temps finalement. Et donc ça a pas été compliqué. Bon, je fais ma compta, j'ai un expert comptable bien évidemment, je continue à faire mes déclarations de TVA moi-même, toute cette partie plombante administrative qui est vraiment pas le côté sympa du métier. Oui, il faut les faire. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est aussi être capable de gérer ses stocks, de gérer, de faire d'être capable de voir aussi cette partie, savoir où on en est dans sa trésor. Donc voilà, c'est une partie qui était plus facile pour moi parce que je l'avais déjà réalisée, je l'ai déjà vécu dans dans le passé. Ouais. Voilà. Ok, et alors les locaux dans lesquels tu reçois, dans lesquels on est d'ailleurs aujourd'hui, sont hyper sympas. Si tu me le permets, je mettrai des photos parce que alors là, je suis c'est la salle d'attente, mais alors c'est vraiment comme un salon avec une petite bibliothèque. Enfin voilà, la déco est vraiment très sympa et je crois que ça a une importance pour toi justement que cette salle d'attente soit tout sauf une salle d'attente d'un cabinet médical. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Je voulais que les patientes se sentent comme chez elles. Je voulais surtout pas qu'elles revivent la salle d'attente des cabinets médicaux ou des salles d'attente de chimiothérapie ou radiothérapie. C'est important qu'elles se sentent enveloppées. Et donc oui, j'ai longtemps réfléchi à ce que j'allais faire. Je voulais qu'entre le salon d'attente et puis le salon de tatouage, il y ait les mêmes couleurs. Je mets toujours un petit fond musical aussi pour les patientes. Et le fond musical est exactement le même entre le salon d'attente et puis le salon de tatouage pour qu'il y ait une fluidité sonore aussi. Je voulais qu'elles se retrouvent. C'est leur moment à elles quand elles viennent. C'est la dernière étape de la reconstruction. Fallait que ça soit un petit écrin pour elles. Voilà. C'est le cas. Et en même temps, autant le salon, la salle d'attente est extrêmement cosy, ton cabinet aussi de tatouage l'est évidemment, mais ce qui est un point important, et tu me le présentais tout à l'heure, c'est toutes les normes d'hygiène qui sont essentielles, et donc tu m'expliquais en détail, mais que le lino respectait les normes un peu hospitalières pour pouvoir faciliter le nettoyage, et donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter
je sais pas si c'est une anecdote ou un plus beau souvenir, voilà, d'un tatouage que tu aurais réalisé. Alors, une anecdote, oui, c'est mon premier tatouage. Le premier tatouage d'aréole. Contre toute attente, il s'est pas fait sur une femme. Et il s'est pas fait de couleur chair non plus. Voilà, pour la petite histoire, j'étais en apprentissage de tatouage et je tatouais de la peau de cochon. Voilà. Et je me suis retrouvée, j'étais chez une amie et son fils était là et l'ami de son fils était là. Et le jeune homme qui avait 22 ans s'intéresse à ce que je fais. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est étonnant. Ah oui, mais tu veux réaliser des aréoles mammaires, mais explique-moi. Donc très très intéressé par ce que j'allais faire. Et puis moi, en plaisantant, parce que je ne peux pas m'empêcher de plaisanter, je lui dis, bon, c'est du réalisme, bon, après tout, je pourrais très bien faire des aréoles bleues, des aréoles vertes. Et il me dit, oh, Chiche. oui, presque, oui. Il me dit, oh oui, une aréole bleue. Je veux bien que tu me fasses une aréole bleue. Il me dit, oui, mais Laurence, tu vas pas tatouer ta première aréole sans t'être entraînée avant sur une peau humaine. Il me dit, tu vas tatouer des femmes qui ont eu un cancer du sein, qui ont eu un parcours compliqué. Il me dit, je t'offre une partie de mon corps. C'est et incroyable. Tu me tatoues une aréole bleue. Oui, mais je ne lui ai pas tatoué là où il avait ses aréoles d'homme. Donc je m'entraîne sur de la peau de cochon. Dès le lendemain, je m'entraîne et je lui envoie tout un tas de séries d'aréoles bleues. Il me dit, ah oui, j'adore. Ok, gloops. Et donc je lui ai tatoué. Il est venu chez moi. J'étais dans mon petit studio de 25 mètres carrés. J'ai déplié la table de cuisine. J'ai, bien évidemment, au niveau de l'hygiène, mais j'ai archi désinfecté de partout. Et je lui ai fait une aréole bleue au niveau de l'élastique du maillot de bain. Incroyable. À savoir que il peut, s'il veut la cacher à la plage, la mettre en dessous de l'élastique, et s'il veut vraiment crâner, la mettre l'élastique en dessous de l'aréole. Et je lui ai tatoué une aréole bleue. Improbable quand même. Improbable. Et je me dis, mais je sais pas comment, quel investissement pour ce jeune homme de 22 ans, parce qu'il va juste quelle implication, il va l'avoir à vie. Et je lui ai fait en 2 fois. C'était ma toute première aréole. Je suis allée aux États-Unis, donc je suis revenue avec d'autres notions, et je l'ai tatoué. J'ai fait des retouches après, où j'ai créé beaucoup plus de réalisme. Et il me l'a renvoyé récemment encore, il me l'a envoyé, je l'ai appelé, je lui ai demandé comment allait son aréole. Et non, c'est juste une expérience très très forte parce que j'ai trouvé cette implication, ce partage avec ce jeune homme incroyable. Et puis je trouve qu'il est jeune, c'est un homme. Enfin bon, je trouve ça super qu'il s'implique autant sur le sujet et qu'il ait une sensibilité. À ton avis, on l'a vu un peu au travers des témoignages, mais qu'est-ce que tu apportes à ces femmes? Wow, c'est souvent des grands moments de partage. Les femmes parlent beaucoup, se confient beaucoup, et il y a beaucoup d'attentes. Forcément, quand elles arrivent, il y a énormément d'attentes. Elles sont vraiment en fin de parcours. Pour certaines femmes, il faut savoir qu'elles ne peuvent plus se regarder dans la glace. C'est terrible, mais certaines m'expliquent que quand elles sortent de la douche, elles évitent le regard du miroir. Elles évitent le miroir. Parce qu'elles ne veulent plus. Elles font elles mettent un mur, en fait. Donc c'est pouvoir se regarder à nouveau. Et bien sûr, si elles peuvent se regarder à nouveau, c'est retrouver leur féminité. C'est retrouver leur confiance en soi. Ça, c'est important. C'est aussi par rapport des fois à un compagnon, à un mari, être capable d'affronter à nouveau ce regard. Elles le font d'abord pour soi, mais il y a aussi parfois le regard du mari qui... je me rappelle d'une dame qui s'est pas beaucoup exprimée après avoir vu son aréole, parce que souvent il y a beaucoup d'émotions. Souvent elles me disent « Waouh, c'est... » Soit ça explose, soit ça explose, voilà, soit ça explose. Il y a beaucoup de haut, de A, soit il n'y a pas plus d'émotion. Et je me rappelle de cette dame qui est revenue vers moi presque en s'excusant, en me disant désolée, je ne me suis pas exprimée.
mais franchement, c'est super, je suis ravie, c'est incroyable. Et alors, mon mari, il est super content. Ah oui, c'est fou. Et là, on se dit, waouh, si le mari est content, c'est gagné. Enfin, il y avait aussi, c'est là qu'on comprend qu'il y avait beaucoup d'attentes. Ouais. Et que tout passe par le regard du mari. Pas pour toutes les femmes, hein, bien évidemment. Mais parfois, ça passe aussi par le regard du mari. Et le mari est bluffé par le trompe-l'œil. Et là, on se dit, bon, c'est bon, le mari, Ça y est, conquis, c'est bon. C'est gagné, quoi. Ouais. Je lisais aussi, un autre témoignage, c'était merci d'avoir changé mon regard sur ce sein qui fait partie de mon histoire. Parce qu'effectivement, il est marqué, et donc les marques sur ce sein sont un rappel de ce qu'on a vécu. Et d'ailleurs, comme tu le disais, on peut avoir aussi pas bien vécu, mais en tout cas, ça peut avoir apporté des choses positives, mais il faut quand même l'assumer et l'accepter tel qu'il est devenu, ce corps, parce qu'on ressort jamais, en fait, de tout ce protocole et toute cette expérience de la même manière qu'on y est rentré. Et donc, c'est un témoin de ça, et ce témoin-là, il doit redevenir positif. Donc, je trouvais que ce témoignage, il était lourd de sens, et j'ai aussi bien aimé une phrase que dit David Allen, d'ailleurs, j'ai trouvé sur son site, il me semble, ce qui était clinique est devenu beau, du stérile, on est passé au sensuel. Et en fait, je trouvais que c'était super intéressant aussi de se dire que ce corps qui a été, c'est pas le bon terme, mais prêté à la médecine, parce qu'il a appartenu à un moment donné aux chirurgiens, à tous ces gens, à qui on a confié ce corps pour guérir, et qui ont souvent un regard très chirurgical, voilà, mais c'est leur métier, hein, c'est très médical, mais il a perdu de cette autre partie qui est celui de la sensualité, et je trouvais que c'était super intéressant aussi de se dire oui, on redonne un côté sensuel, un côté érotique, et Dieu sait si cette partie-là du sein et du corps est hyper importante par rapport à ça. Bref, c'était aussi une façon de reprendre le contrôle sur ce corps et de lui redonner une dimension. Enfin, j'ai trouvé ça super beau, et j'imagine que oui. Et... Bien sûr. Ouais. Bien sûr, on retrouve sa féminité, on a à nouveau... les femmes qui ont perdu leurs aréoles, souvent, et leur sein, il y a un manque de confiance en soi. Après, on se trouve, il y a une ablation, il y a une mutilation terrible. Et c'est tellement, tellement important de pouvoir se regarder à nouveau devant la glace en étant complète, on va dire. Et ça en efface même les cicatrices autour. Parce que notre regard n'est pas habitué à voir des seins blancs, nus, sans aréoles. Depuis qu'on est petite fille, on s'est toujours vu avec ses aréoles mammaires. Ça fait partie, au même titre qu'un ongle sur un pouce ou sur un doigt. Et le fait d'avoir perdu ses aréoles, ça met en exergue les cicatrices qui sont autour en plus. Et souvent les femmes me disent oh là là, ces cicatrices là c'est horrible, elles ne voient plus que ces cicatrices autour. Et je leur dis mais vous inquiétez pas, vous allez voir quand vous allez regagner vos aréoles, ces cicatrices vont s'effacer. Et souvent ces cicatrices finalement, l'œil est attiré par les aréoles et les cicatrices s'estompent. Est-ce que ça change quelque chose, et tu le ressens comme ça, que tu aies vécu la même expérience? Est-ce que tu le ressens dans leur regard ou dans leur facilité peut-être à rentrer en relation avec toi et en confiance? Je pense, parce que bon, pour celles en tout cas qui sont allées avant sur mon site, bon, c'est clairement affiché que je cache pas que j'étais malade, parce que finalement c'est parce que j'ai vécu toutes ces étapes que j'ai eu envie aussi de faire quelque chose avec cette maladie. Et donc, il y a, en tout cas, moi, quand elle me parle, je comprends toutes les étapes parce que je les ai vécues moi-même. Et donc, il y a de l'écoute derrière, et ça, je pense qu'elles le sentent. Et elles sont en confiance, et finalement, on partage. Pendant que je tatoue, qu'on discute, on parle pas que de ça, hein. On parle des enfants, on parle de tout, on parle de la vie, on parle de la vie aussi, et puis des projets, et ça c'est important, mais il y a en tout cas il y a une compréhension, il y a une compréhension, on a eu en tout cas un chemin qui se ressemblent, et on a en tout cas cette histoire de femme en commun. Ouais, et je pense que ça c'est quand même essentiel, parce que je pense que les gens qui n'ont pas vécu un parcours médical ne peuvent pas totalement ressentir ce qui s'est passé. Donc, ok. Et toi, à l'inverse, qu'est-ce que ça t'apporte
ces relations, ces rencontres? C'est des moments très très forts. Et c'est surtout que bon, il y a ce partage avec la patiente et donc artistiquement, je réalise une aréole. C'est jamais la même chose. Chaque femme a sa propre identité, a ses propres aréoles. Donc à chaque fois, c'est un nouveau défi pour moi et à chaque fois, mon objectif, c'est de faire ce qu'il y a de plus joli. De voir leur pour elles. sourire quand elles se redécouvrent. Et voilà, jusqu'au sourire et de les voir se découvrir devant le miroir. Et c'est vrai que c'est souvent le plus beau moment. Et de les voir repartir avec la banane. La banane. Et ça, je me dis à chaque fois, waouh, j'ai fait quelque chose de ma journée. J'ai pas perdu mon temps. Et c'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus beau des cadeaux. Je suis ravie de cette reconversion parce que ça apporte quelque chose de très très fort. Et c'est des très beaux partages à chaque fois et je suis vraiment ravie d'apporter et non seulement d'apporter et d'aider ces femmes à pouvoir tourner la page. Et de ce partage, et des fois j'ai des petits messages après très, très mignons qu'elles m'envoient par mail une fois rentrées chez elles, parce qu'elles peuvent venir des fois elles prennent le train ou l'avion pour venir, parce qu'elles viennent de France, pas forcément de la région parisienne, et donc c'est vrai que bon, je renvoie toujours un petit message pour être sûre qu'elles sont bien rentrées. et c'est toujours très touchant. Et à l'inverse, moi je me suis posé une question. Parfois quand on est face à cette maladie et que voilà, le protocole est terminé, peut-être qu'on n'a qu'une envie, c'est de refermer la valise et tu vois, ne plus jamais en parler, donc de faire une activité qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, finalement, dans ton activité, dans ton métier, tu rencontres beaucoup de femmes qui ont donc vécu ce même parcours. Est-ce que c'est pas compliqué justement de vivre leurs émotions, leurs difficultés? Est-ce que ça réouvre pas des plaies, tu vois, que tu préférerais quelque part mettre de côté? Je comprends complètement la question, et pour autant, et je ne l'explique pas, ça ne l'est pas pour moi. Je ne sais pas si c'est l'apport de l'artistique qui fait que finalement je suis plus dans cette dimension artistique qui fait que j'y prends tellement de plaisir et c'est tellement un beau partage et c'est vrai que j'ai du mal à l'exprimer, je me rends compte, là je suis devant le micro, là je me trouve bête, mais je me dis est-ce que c'est cette démarche artistique, ce côté à chaque fois de me dire ah j'ai fait comme si j'avais fait un tableau, D'accord. et avec le regard, le recul où je me dis ah je suis super, j'ai fait ça, je suis contente, j'ai réalisé ce que je voulais faire et avec en plus cette dimension humaine qui est extrêmement forte, mais elle ne me le fait de la non à aucun moment ça me pèse, jamais ça. Okay. jamais. Et ça c'est intéressant parce que effectivement ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être, ça aurait pu l'être. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question parce que j'ai une amie, quand j'avais parlé de mon projet, j'ai une amie qui avait mis le doigt dessus et qui m'avait dit mais attention, Laurence, est-ce que ça ne va pas être compliqué au quotidien d'être confrontée finalement à la maladie? Ouais. Elle me dit, faut que tu y penses. Faut que tu y penses parce que c'est pas forcément... ça peut être te renvoyer à chaque fois au quotidien à la maladie. Et en fin de compte, jamais. Je suis avec des femmes qui ont le même parcours, qui ont vécu la maladie, mais ce n'est pas du tout plombant. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on va vers... la porte de sortie, elle est tellement positive. Oui, c'est ça. Des fois, elles me disent, oui, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis, je suis l'étape sympa, moi. Je suis pas l'étape des chirurgiens. C'est pas faux. Je suis vraiment, mais même je le vois bien parce que quand je tatoue à l'Institut du Sein et qu'il y a une greffe qui est faite en parallèle de moi qui va faire un tatouage, et c'est vrai que la greffe c'est quelque chose de plus douloureux, c'est quelque chose de et c'est vrai que à chaque fois on me dit ah bah oui toi t'as la partie la plus sympa Laurence, t'arrives en dernier là et paf. Ouais. Et c'est pas vécu de la même façon. C'est vrai que je suis vraiment de la. Ouais. Il y a pas le même.
quand les femmes viennent sur cette dernière étape, c'est la dernière étape. Voilà. Elles savent très bien que c'est la dernière étape de leur reconstruction et qu'après ça, c'est fini, quoi. Ouais, donc, c'est quand même plus sympa comme étape. D'ailleurs, tu es la seule en France à effectuer on est ça. On est une poignée à le faire. Il y a des tatoueurs qui le font. Après, moi, je ne les connais pas. Mais après, c'est compliqué aussi pour une femme d'aller chez un tatoueur et de se mettre les seins à l'air. Et puis, ils n'ont pas forcément non plus envie, les tatoueurs, de tatouer des femmes, de faire des aréoles mammaires. Souvent, les tatoueurs, ils vont être dans leur schéma artistique où ils vont avoir envie, une fois, de faire... j'en sais rien, un arbre, une fleur, un serpent, un cerf, et faire des aréoles mammaires, ça les intéresse pas. Et puis parfois dans les salons, il manque un peu d'intimité pour ces femmes qui sont passées par des parcours du sein. Et après, il y a les cicatrices, la problématique des cicatrices, des peaux. Ça demande une expertise quand même, une connaissance des peaux qui ont été maltraitées par les traitements. Voilà, donc ça s'invente pas. Ouais. Et ça pourrait faire partie des projets que de toi-même... de dire que tu sèmes des petits et de former d'autres personnes, d'autres femmes qui pourraient justement permettre à plus de femmes d'avoir cette chance-là d'être tatouées. C'est possible qu'à terme ça se fasse, mais pour l'instant non, parce que ça fait encore assez peu de temps que je le pratique et j'estime que pour l'enseigner, il faut un peu d'heures de vol. Mais j'ai 52, je vais sur 53 ans. Oui, je pense qu'à un moment donné, même si je ne sais pas de quelle manière ça se fera, mais la transmission, il faudra qu'elle se fasse. Je pense qu'il faut que je parte un jour à la retraite en m'étant dit, derrière, la relève est assurée et il y a des tatoueurs qui vont aider à leur tour, comme moi je l'ai fait, vont aider des femmes. Oui. Voilà. Et donc à date non. Après, il faudra voir de quelle façon la transmission est possible pour qu'elle soit bien faite. Oui. Ouais, c'est chouette. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plus de patientes possibles que de temps pour toi de les réaliser. Bien sûr. Non après, tout l'enjeu, c'est de se faire connaître et de faire en sorte que les gens... Ok, écoute, je te remercie. Merci Julie. Tu sais qu'avant de se quitter, il faut que tu me lances le défi de partir à la découverte. Merci Julie. De partir à la découverte d'un autre métier. J'adore poursuivre cette chaîne. Alors je ne connais personne. Malheureusement derrière j'ai personne à te conseiller. Pas de souci. Mais il y a un métier qui m'a toujours étonnée. C'est un peu, je sais pas si on peut appeler ça les comédiens de l'ombre ou pas, mais c'est toutes les voix off. Génial. Alors peut-être que ça me renvoie à moi qui ai travaillé dans la radio il y a très longtemps, mais dans les études radio, pas derrière le micro. Mais je me pose toujours cette question des voix qu'on entend qui bercent notre quotidien finalement et qu'on ne connaît pas. On connaît pas les messages. Je pense par exemple à la voix de la SNCF qui va vous dire que votre train est en retard, encore une fois, ou vous entendez une pub où il y a des acteurs qui jouent un jeu sur, je pense à je ne citerai pas les noms de supermarchés ou des enseignes d'hypermarchés. Toutes ces voix qui finalement sont dans votre quotidien, que vous entendez à la radio ou dans la rame du métro ou sur le quai de la gare, etc. On ne connaît pas leur visage et pour autant, ces voix nous sont très familières. Et écoute, alors je ne sais pas si ça sera possible, mais interroger la voix à la SNCF, que je trouve en plus magique, extrêmement belle. Oui. Et d'ailleurs, j'avais vu un reportage sur elle, une petite émission. Je vais essayer que ce soit elle. C'est très chouette. Ouais, ça serait très 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 bonne idée, super. Et ben écoute, très beau défi encore. Je te remercie énormément. Je te souhaite bon courage et oui, ça serait super, ça serait formidable de l'interroger. Je te tiendrai au courant. Un grand merci Julie. À bientôt Laurence. Cette interview. Au revoir. À bientôt. J'espère sincèrement que cette interview vous aura donné autant de plaisir que j'en ai eu à l'enregistrer. Pour suivre toute l'actualité de Laurence et la faire connaître à votre entourage, retrouvez-la sur son compte Instagram dermaréole.paris. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram.
Je vous dis à la semaine prochaine.